La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas. Le journal avec David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Toujours souriant. 3 titres à la une ce matin. Ce que le gouvernement vous donne, les maires vous le reprennent. Que se passe-t-il avec la taxe d'habitation? Une liste a fuité dans la presse. Près de 6000 communes augmentent cet impôt. La mesure phare du gouvernement en matière de pouvoir d'achat devient illisible. La France, confrontée au dérèglement climatique. Nous vous parlions hier des inondations dans le sud. Ailleurs dans le pays, c'est la sécheresse qui fait rage. Le gouvernement saoudien a-t-il torturé et assassiné l'un de ses ressortissants à Istanbul? La Turquie n'a plus de doute. Révélation explosive du Washington Post ce matin. Europe 1. C'est l'histoire d'un conflit entre le gouvernement et les maires de France. Et la victime, c'est le contribuable. La promesse d'Emmanuel Macron avait le mérite d'être simple. La taxe d'habitation allait progressivement baisser avant de disparaître. Sauf que dans une commune sur 6, la mairie a décidé d'augmenter son taux d'imposition. Une liste de près de 6000 villes fuite ce matin dans la presse. Ce qui devait être une mesure de pouvoir d'achat facile à lire devient un micmac. Les explications de Justin Morin. Certains maires font de la résistance et visiblement, ça ne plaît pas du tout à Bercy. Sur cette liste, le nom des mauvais élèves et surtout le pourcentage d'augmentation de la taxe d'habitation, un outil idéal à l'attention des habitants qui ne l'oublieront certainement pas lors des prochaines élections municipales. L'argument électoral est fourni clé en main et depuis largement relayé sur les réseaux sociaux, notamment par les militants La République En Marche. Après le hashtag Balance ton port, place au hashtag Balance ton maire. L'un d'eux écrit « Quand la haine du gouvernement prévaut sur le bien-être des administrés », un autre publie la liste des 55 villes de plus de 10 000 habitants ayant augmenté leur taxe d'habitation. Voici un premier aperçu des maires qui se foutent du pouvoir d'achat des Français, écrit-il. Les votants de 2020, n'oubliez pas de dégager votre maire. Quant à ces élus qui ont augmenté leur taxe d'habitation, ils avaient prévenu et continuent de s'en justifier. Ils craignent de ne jamais voir arriver la compensation financière promise par l'État. Le ministre du Budget, Gérald Darmanin, déclare ce matin qu'il est important que chacun sache à qui il doit les hausses et les baisses de fiscalité. Et oui, et c'est la clé de compréhension de cette affaire. C'est la défiance qui pourrit les relations entre l'État et les élus locaux depuis le début du quinquennat. Cette liste qui fuite tout d'un coup ne va pas arranger les choses. Écoutez, Christian Coignet, le maire de Sachenage en Isère, il n'apprécie pas du tout d'être mis en cause. Quand on sort des noms comme ça en disant le maire a augmenté sa taxe foncière de 11%, on n'explique pas pourquoi. C'est des méthodes qui sont inacceptables parce que les impôts de Sassenage étaient stables depuis 15 ans et là on n'en a fait aucun étal. Le jour où on augmente de 11% parce qu'on est contraint, on montre du doigt les maires qui le font. C'est du gouvernement, d'un parti politique. Bercy a mis en place des textes qui lui permettent de taxer les communes, mais nous saignent et après on me dénonce. Moi je trouve ça scandaleux. Le maire de Sassenage en Isère, Christian Coignet, joint pour Europe 1 par Aude Vernuccio. Encore un responsable du PS qui quitte le navire. C'est le leader de l'aile gauche, Emmanuel Morel, qui l'annonce ce matin dans Le Monde. Pour lui, son ancien parti ne représente plus le socialisme. Il regarde maintenant en direction de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Europe 1, 8h03. Après les inondations dans le sud, la sécheresse dans l'est de la France. Oui, ce matin, nos concitoyens du Var essaient tant bien que mal de réparer les dégâts, de nettoyer. Je vous rappelle que 2 personnes ont été tuées hier près de Sainte-Maxime, emportées par un torrent d'eau. Les phénomènes climatiques extrêmes semblent devenir la norme un peu partout en France. Nos territoires souffrent de la sécheresse. Et c'est le cas notamment dans le Doubs, où la préfecture n'exclut pas de recourir à des coupures d'eau préventives parce que certaines communes sont à sec. C'est le cas de Haute-Rive-la-Fraisse. La mairie est contrainte de faire venir l'eau par camion-citerne. Cela coûte une fortune. Reportage Arthur Mbaché. Ça sonne creux dans le réservoir sur les hauteurs du village. Pascal soulève la lourde plaque métallique. Avec la sécheresse, cette scène se répète 10 fois par semaine. L'adjoint au maire attend le camion-citerne. Le voilà qui arrive. J'aime bien le voir arriver et puis heureusement qu'il ne nous laisse pas tomber parce que je pense qu'après on dormirait moins bien. Les 25 mètres cubes de la grande citerne du camion s'écoulent, de quoi tenir une demi-journée seulement. Ça, c'est les 2 réserves incendie. On n'ouvre jamais, sauf là, c'est les jours derniers, comme il n'y avait plus d'eau, on les a quand même ouvertes. C'est autorisé de pomper dans la réserve incendie pour... Non, non, parce que s'il arrive un incendie, il faut que les pompiers, quand ils arrivent, il leur faut de l'eau. Donc on peut pas, mais on peut pas laisser les gens sans eau non plus. Mon papa a 90 ans, dit Pascal. Jamais il n'a vu le Doubs aussi bas, aussi sec, aussi longtemps. La livraison du jour est un cadeau du village voisin de Montbenoît. Gilles, le maire, offre un camion par semaine. L'eau, c'est un bien vital, naturel,
légal. Et tant que les sources donnent un petit peu, eh bien, on viendra en aide gratuitement à nos voisins. Les autres approvisionnements sont payants et puis il faut régler le chauffeur du camion. La commune a déjà dépensé 20 000 € à cause de la sécheresse. Autrive-la-Fraisse, Arthur Elbaché, Europe 1. Et puis au moins 6 morts aux États-Unis. C'est le bilan de l'ouragan Michael. Des images aériennes montrent des scènes de dévastation. Des quartiers entiers sont totalement détruits en Floride. Donald Trump promet une reconstruction rapide. Europe 1. À suivre dans le journal, de nouvelles révélations glaçantes concernant la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Les autorités turques sont désormais certaines qu'il a été assassiné. A tout de suite. Europe 1. Il est 8h07, votre matinale info, Nico Saliagas. La matinale avec David Doucan, c'est son journal et des révélations explosives du Washington Post qui concernent la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Oui, ce journaliste connu pour ses écrits critiques envers Mohammed Ben Salman, le chef de l'État saoudien, n'a plus donné signe de vie depuis le 2 octobre dernier. Ce jour-là, il se rend au consulat de son pays, à Istanbul. Il n'en est plus jamais ressorti. Nous allons rejoindre tout de suite notre correspondante aux États-Unis, Sonia Dridi. Sonia, ce que le Washington Post porte à la connaissance du public, ce sont des enregistrements audio réalisés dans le consulat ? Oui, ces enregistrements semblent ne laisser aucun doute sur le sort du journaliste. D'après les autorités turques, on y entend sa voix et celle d'homme lui parlant en arabe. Il résonne des cris qui laissent penser que Jamal Khashoggi a été frappé et torturé avant d'être assassiné. Les Turcs sont maintenant convaincus d'avoir réussi à reconstituer l'ensemble du scénario. Un commando de 15 agents saoudiens aurait été spécialement dépêché à Istanbul pour liquider le journaliste. Parmi eux figuraient des officiers des forces spéciales saoudiennes et un médecin légiste équipé d'une scie pour démembrer le corps. Ce commando serait arrivé sur 2 vols séparés le jour de la disparition de Jamal Khashoggi avant de repartir 2 heures plus tard à bord d'un van noir dont l'image a été captée par les caméras de vidéosurveillance. Merci Sonia Dridi, vous étiez en ligne pour nous de Washington. Il faut que je comprenne quelque chose. On a donc des documents sonores enregistrés dans un consulat, c'est-à-dire un pays étranger en Turquie. C'est interdit. Les spécialistes du renseignement vous diront que ça arrive qu'on place des micros dans les ambassades ou dans les consulats un peu partout dans le monde. Vincent Herouet, vous le confirmez ? Ça veut dire que les Turcs veulent avoir le leadership sur la communauté sunnite et ça marche. Un beau guet-apens. On continue l'actualité avec aux États-Unis ce rebondissement dans l'affaire Weinstein. Un juge new-yorkais a annulé l'un des 6 chefs d'accusation qui pesaient sur le producteur de cinéma. Le témoignage de Lucia Evans, qui accusait Harvey Weinstein d'agression sexuelle en 2004, a été écarté. La justice a considéré qu'elle n'était pas crédible. Europe 1, 8h09. Un mot de football, la France s'est fait peur hier soir en match amical à Guingamp face à Islande. Oui, les Bleus ont été menés 2-0 jusqu'à la 85e minute. Et puis, c'est un certain Kylian Mbappé qui nous a sauvés. Il provoque un but contre son camp d'un joueur islandais. Il marque un penalty. On écoute le héros de la soirée, vous allez l'entendre, il garde la tête froide. C'est une belle vie. Il faut continuer, il faut se donner les moyens pour qu'elle continue et pourquoi pas qu'elle soit encore meilleure. J'apporte ce que je sais faire seulement, j'apporte juste un plus. Mais je pense que c'est toute l'équipe qui est venue avec de meilleures intentions. On a vu que le public était à fond derrière nous, même si c'était pas un grand stade. Mais voilà, on voulait tout faire pour tous les gens qui étaient là et voilà, au moins on ramène le nul, on perd pas, mais je pense qu'on s'en veut quand même un peu. On va parler maintenant d'une histoire extraordinaire dans le monde de l'art. C'est une toile signée Banksy. C'est la petite fille au ballon qui s'était autodétruite chez Sotheby's juste après avoir été vendue aux enchères plus d'1 million d'euros. Oui, et depuis, on se demandait qui était l'acheteur ou l'acheteuse. Eh bien, c'est une collectionneuse européenne. Elle a publié hier un communiqué. Elle a d'abord été choquée, puis elle a décidé de le garder, bien sûr, ce précieux achat. Sans doute, c'est ce que va nous raconter Diane Chenouda. Plus d'1 million d'euros pour une toile en partie réduite en lambeaux. L'acheteuse, une collectionneuse européenne, a reconnu avoir d'abord été choquée avant de réaliser finalement qu'elle allait posséder un bout de l'histoire de l'art. Car Banksy n'a pas détruit une œuvre, déclare Sotheby's. Non, il en a créé une œuvre qui aurait déjà doublé de valeur. Arnaud Oliveux, commissaire-priseur chez Arcurial. Cette œuvre en particulier, ça devient un objet iconique. C'est une œuvre qui est transformée en autre chose. Elle n'est pas détruite, elle s'autodétruit et en l'autodétruisant à moitié, il en fait autre chose, il en fait un nouvel objet. C'est le coup d'éclat de Banksy. Cette œuvre, elle suscite déjà du fantasme, de la convoitise. C'est l'œuvre la plus vue aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est celle-là. Et demain, je vous dis, si cette œuvre est accrochée sur les murs d'une exposition, c'est l'œuvre qui a été autodétruite par l'artiste. Boum, il y aura une file d'attente devant.
Ce Banksy, si célèbre désormais, la fille avec un ballon, a été rebaptisé « L'amour est dans la poubelle ». Du grand art sur toute la ligne. Diane Chenouda du service culture d'Europe 1. Pour quelqu'un qui dénonçait le système capitaliste dans l'art, il a doublé sa toile. Il est malin, Banksy. Merci beaucoup, David Doucan. Bonne journée. Et l'actualité vous interpelle, vous continuez.